à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une cette semaine les suites hivernales des feux de forêt survenus cet été. Alors que les vagues de chaleur sont oubliées, les collectivités s'affairent pour la reforestation et la sécurité de tous. Reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, dès le début de ce journal. Il est organisé comme chaque année, le premier week-end du mois de décembre. Le Téléthon est un moment unique de solidarité pour la recherche. Près de Rennes, des bénévoles travaillent depuis 2 ans à la restauration d'un véhicule pour récolter des fonds. La rédaction de TVR s'est glissée dans leur garage. Ils représentent l'art de vivre à la française. Certains des meilleurs cuisiniers du pays concouraient pour le titre de meilleur ouvrier de France. Un concours sous les yeux d'un jury prestigieux auquel a assisté Télé Grenoble. Du savoir-faire aussi dans les airs à la fin de ce journal. Le département de l'Aube accueillait il y a quelques jours une rencontre internationale d'aéromodélisme d'intérieur. Un rendez-vous fait de détails et de voltiges, vous allez le voir, avec la rédaction de Canal 32. Voilà, des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares partis en fumée. Les forêts françaises, vous le savez, n'ont pas été épargnées par les incendies cet été. Près de 4 mois plus tard, l'heure est à l'automne et à la préparation déjà des espaces verts. En Gironde, le département le plus touché par les feux, un chantier spectaculaire vient de débuter, l'abattage des arbres calcinés. Un travail nécessaire pour le reboisement et la sécurité publique. Un reportage d'Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde. Les arbres tombent à la chaîne et cette route, habituellement très fréquentée par les touristes, se transforme peu à peu en un grand champ de bataille. La circulation est interdite au public pour laisser travailler cette abatteuse. À l'aide de cette grosse pince, Jonathan coupe et arrache les arbres calcinés pour sécuriser la zone du lac. Les arbres ils sont grands et beaucoup ils sont pourris, donc il faut faire attention comment on fait l'abattage parce qu'on peut bien sûr les avoir sur la machine. Chaque jour, de 6h à 18h, tous les arbres marqués sont abattus. Un arbre déjà fragilisé par les incendies, mais également attaqué par des parasites. Une lutte contre la montre est alors enclenchée. Parce que déjà, si c'est moi tout seul, il y aura beaucoup d'arbres que je ne vais pas pouvoir les faire parce qu'elles sont trop grosses, trop vieilles, voilà, sont difficiles, dangereuses. Et lui, s'il est tout seul, il va prendre beaucoup de temps. Tout ça, ça va partir dans des usines différentes. Là, on fait 3 ou 4 produits. Un travail d'équipe qui doit s'effectuer sur l'ensemble de la route du lac avant d'abattre les arbres des parkings. Voilà un travail salutaire pour les forêts et leur avenir. Dans le sud-ouest, justement, certains des espaces touchés par des incendies il y a plusieurs années sont en pleine reforestation. Un processus naturel, mais pas que. L'intervention de l'homme est parfois nécessaire pour les plantations. Exemple dans le Gard, avec ce sujet de Laurie Chamerla pour Via Occitanie. Regardez. C'était en juillet 2019. 500 hectares partaient en fumée sur le plateau des Costières dans le Gard. 3 ans plus tard, l'heure est à la reforestation. Avec les petits écoliers de Générac, venus prêter main forte. C'est bien de refaire la forestation parce que sans arbres, on ne peut plus respirer. Sur les 500 hectares partis en fumée, 70 sont communaux et bénéficient d'un projet de reforestation. On prend toujours le temps de laisser faire la nature. C'est notre premier principe. Sur les 70 hectares, il y a 50 hectares qui se régénèrent naturellement. C'est-à-dire que vous avez donc dérogé beaucoup de chênes, énormément, parce que le chêne repart sous forme végétative et le fait que les racines étaient dans le sol, elles n'ont pas brûlé. Par contre, on a 28 hectares où on n'a ni régénération, ni qui pousse. Donc là, on a décidé d'intervenir, de planter. Dans 50 ans, vous aurez les chênes verts toute la partie chênes verts aura bien repoussé. 1100 arbres sont plantés par hectare, avec de la diversité et des essences plus résistantes. Pin pignon, pin d'Alep ou encore chêne vert et chêne liège. Amener cette variété qui doit permettre une lutte aussi contre les incendies plus facile. Prévoir un système de chemin DFCI qui permet aux pompiers d'intervenir aussi dans de bonnes conditions. Et puis après, toutes les questions d'entretien. La ville de Générac a estimé un budget des travaux s'élevant à 539 000 €, dont près de 100 000 € de dons de mécènes.
Tout à fait autre chose. Thierry Zaveroni était l'invité exceptionnel jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. Le nouveau grand maître de la Grande Loge de France a notamment évoqué l'implication des francs-maçons dans la société. Regardez cet extrait. Vous êtes, vous, les francs-maçons, sur l'humanisme. Vous êtes sur les valeurs de l'humanisme. Quelle est la position des frères, des francs-maçons, de la Grande Loge de France sur la corrida ? Alors, il faut rappeler que nous sommes un ordre de tradition initiatique, de spiritualité et d'humanisme. Et donc, la tradition de la corrida, ça nous parle. J'ai eu l'occasion, dans ma jeunesse, de pouvoir assister à des corridas. C'est un moment très particulier. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on soit aussi attentif, je dirais, à la souffrance des animaux. Et que je crois que chacun doit avoir le libre arbitre et essayer de Vous ne prendre... vous étiez jamais exprimé sur ce sujet. C'est la première fois que donc un haut dignitaire maçonnique dit clairement sur ce plateau, en direct ce matin, que vous êtes contre la corrida. Alors, en fait, moi, si vous voulez, aujourd'hui, je suis contre la souffrance animale. Et dans la corrida, il y a une souffrance animale. Mais je suis aussi respectueux d'une tradition du XVIIIe siècle qui nous vient d'Espagne. Et je crois qu'il faut laisser aux uns et aux autres cette capacité de discernement de savoir si, effectivement, il faut continuer. Face au territoire avec Thierry Zaveroni, le nouveau grand maître de la Grande Loge de France, est à voir ou à revoir sur le site internet de TV5 Monde et des partenaires de l'émission. Ouest France, Nice Matin, France Antilles et 20 minutes. Tout à fait autre chose, se déplacer pour un rendez-vous médical, faire ses courses ou pour n'importe quelle autre raison, cela peut s'avérer très compliqué quand on vit à la campagne. C'est justement pour aider les personnes les moins mobiles que l'association Solidarité Transport œuvre dans les Vosges. Grâce à des chauffeurs bénévoles, celle-ci permet à ses bénéficiaires d'honorer leur rendez-vous. Un reportage de Thierry Lasson et de Anne Didier pour Vosges Télévisions. Eh ben allez, on y va, c'est parti. Cela n'a l'air de rien, mais à bientôt 78 ans, Daniel, qui réside à l'Épanche-sur-Vologne, a pris la route direction Décimont pour y retrouver Marie-Odile. Cette dernière ne peut plus conduire et dans quelques minutes, elle a un rendez-vous médical à 20 km de là, à Bruyères. Daniel fait partie de l'association Solidarité Transport qui, depuis sa création en 2018, s'attaque aux problèmes de mobilité en zone rurale. Vous savez, le train, il ne passe pas dans tous les villages. Les bus ne passent pas dans tous les villages. Les rendez-vous médicaux, ça peut être n'importe quand. Solidarité Transport compte actuellement 20 chauffeurs pour près de 170 bénéficiaires. À elle seule, et rien que cette année, Daniel a parcouru près de 3000 km au profit de personnes dépourvues de moyens de locomotion. Mais l'important est également ailleurs. Important pour les gens, pour les personnes qu'on transporte. Et c'est important pour moi aussi. C'est beaucoup de relations humaines, beaucoup d'échanges, parce qu'il n'y a pas que la précarité sociale monétaire, il y a la précarité de l'âge. J'avais une voiture avant que j'ai dû vendre parce que je ne pouvais plus conduire du fait que j'aurais été un danger public pour les autres et pour moi. Tout le monde est satisfait. L'association pour sa trésorerie peut compter sur une cotisation annuelle de 5 € par membre, qu'ils soient bénéficiaires ou chauffeurs. Ces derniers sont aussi défrayés à raison de 50 centimes d'euros du kilomètre. Solidarité Transport, c'est depuis le début de l'année plus de 29 300 km parcourus, mais un manque crucial de bénévoles. Un concept qui fait école, une structure identique s'est créée dans le Jura et le Pays Basque semble également intéressé. Solidarité encore dans ce journal avec le Téléthon organisé les 2 et 3 décembre prochains partout en France. L'événement qui permet chaque année de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies rares reposera une nouvelle fois sur l'action de milliers de bénévoles. Près de Rennes, vous allez le voir, des passionnés de mécanique ont travaillé pendant 2 ans pour restaurer un véhicule des années 60. Un travail titanesque et une mise à la vente prévue au profit du week-end solidaire. Une belle histoire que nous raconte Natacha Astor pour TVR à Rennes. Passer de ça à ça, c'est le défi que s'est lancé l'association Taco et Turbo de Strédel. Depuis plus de 2 ans, la trentaine de bénévoles bichonnent cette Simca Ariane 4 de 1961. Pas besoin d'être un fin connaisseur, le but c'est surtout de venir tous les samedis matins pour apprendre. J'ai des petites notions en mécanique, mais très faibles, en toute humilité. On apprend du soudage, on apprend justement des ajustements, du montage mécanique, du fonctionnement aussi de la voiture, et on apprend beaucoup de choses. L'association vend des tickets à seulement 10 € pour faire gagner cette Simca lors d'une grande loterie. Tous les fonds seront reversés à l'AFM Téléthon.
2000 billets ont déjà trouvé acquéreur, mais il en reste encore beaucoup. Vu l'investissement de toute l'équipe de bénévoles, après 1600 heures, effectivement, on aura tous un pincement au cœur lorsqu'elle partira. On a tous un petit espoir en tête, c'est qu'elle circule autour du secteur et qu'on ait la chance de la voir encore rouler. Que ce soit pour la voiture ou pour les 11 000 € de pièces, l'association n'a rien dépensé et ne fonctionne que grâce aux dons. On a un donateur qui nous a donné beaucoup de pièces neuves. C'est lui qui nous a fourni tous les pistons, tous les joints. Après les derniers ajustements et coups de pinceau, viendra la phase d'essai et de réglage. Pour savoir si vous serez l'heureux propriétaire, rendez-vous le vendredi 2 décembre pour le tirage à la Guerche de Bretagne. Allez, restons les mains dans le cambouis dans cette édition pour parler à présent de formation. Dans la Sarthe, une nouvelle voie professionnelle vient de voir le jour, le garage école. L'idée est simple, placer les élèves en situation réelle. Les jeunes apprentis réparent ainsi les véhicules déposés au garage, le tout encadré bien sûr par des professeurs. Détails et explications avec Anthony Piton et Florian Wozniak pour LMTV Sarthe. C'est pas de petits coups, c'est vraiment un coup sec et ça marche. Leur premier cours, apprendre la prise en main des outils. Ces jeunes constituent la première promotion du garage école du Mans. Un nouveau concept de formation à la mécanique pour des élèves âgés de 15 à 18 ans passionnés d'automobile. Je suis venu ici parce que j'ai trouvé que ça aurait pu être cool de travailler avec des nouvelles personnes en groupe, surtout de mon âge, pour qu'on puisse mieux apprendre ensemble et mieux comprendre, même s'il y en a qui ont plus de connaissances. Ils nous permettent directement de nous mettre en immersion en fait, donc c'est assez intéressant. Et puis de se dire qu'au pire des cas, ça ne nous met pas de pression, de se dire que si on a fait quelque chose de mal, il y a du monde derrière pour nous encadrer. Car c'est tout l'intérêt de ce type de formation, apprendre en faisant. Les élèves vont devoir réparer les voitures de vrais clients tout en étant encadrés par des professeurs. Le programme est exactement le même que dans les formations en alternance ou les lycées professionnels. On voit vraiment le b.a.-ba de la mécanique, le frein, les trains avant, le fonctionnement du moteur, d'une boîte de vitesse, essence, diesel. Mais aussi on va faire des stages en interne sur l'automobile d'aujourd'hui. Donc un peu sur les véhicules électriques, hybrides, hydrogène. Le garage école du Mans fait partie des écoles de production. Un réseau d'établissements privés qui travaille en collaboration avec les branches professionnelles. On a à la fois le paradoxe dans la société française aujourd'hui, c'est que 100 000 jeunes chaque année qui au fond sont un peu dans une voie sans issue et en même temps des filières, et notamment la filière automobile, mais c'est vrai dans d'autres filières également, qui ne trouvent pas les salariés qu'ils recherchent. Au Mans, c'est tout le secteur de l'automobile qui s'implique dans le garage école. La Fédération professionnelle des réparateurs auto figure même parmi les premiers investisseurs. Voilà, et il n'y a pas que le secteur automobile qui tente de séduire les plus jeunes, celui du bâtiment aussi. Comme vous le voyez sur ces images, des étudiants de la Loire étaient invités à résoudre quelques énigmes dans le cadre d'un BTP Game. L'occasion pour eux de découvrir différents métiers de manière ludique et pédagogique. Maçon, chauffagiste ou encore électricien, le manque de main-d'œuvre est criant dans ce secteur. Image fournie par nos partenaires de TL7 dans la Loire. Du chantier au fourneau, direction la ville de Grenoble dans cette édition pour découvrir à présent les coulisses d'un prestigieux concours, celui du meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France, MOF pour les initiés. Ils étaient 30 à vouloir décrocher la précieuse collerette tricolore. Des participants qui ont dû exposer leur virtuosité culinaire devant un jury pour le moins prestigieux. Vous allez le voir, reportage de Lucille Dailly pour Télé Grenoble. Le geste trahit l'ébullition dans un dernier instant de sang-froid. Le chef Alain Ducasse brise le silence à 8 reprises dans une salve d'acclamations, de larmes et de sourires perplexes. Ces 8 noms seront inscrits sous une collerette tricolore, convoitée depuis des mois, des années, par ces cuisiniers qui ont tout donné pour incarner le plus haut niveau d'excellence à la française, devenir l'un des meilleurs ouvriers de France. Un niveau d'exigence que l'on juge déjà au nombre de toques blanches qui circulent silencieusement dans les cuisines du Clos d'Or. Durant 2 jours, les 30 finalistes parmi 515 candidats ont exécuté leur partition millimétrée pour réaliser l'alchimie d'une gastronomie ultra codifiée, mais qui grandit avec les époques. On n'est pas dans le classicisme, on est dans la tradition qui évolue avec son temps et avec, on va dire, les courants d'influence qui font que la cuisine française évolue aussi. Aujourd'hui, on est avec des recettes complètes où le candidat doit donner le meilleur sur ce qui est imposé, mais aussi une part de liberté.
La liberté, c'est une huile, une épice, l'expression d'un critère. Ce qui est imposé, 3 plats. Homard, mer et jardin, noisettes de chevreuil et couronne d'œufs à la neige. On note la présentation, les goûts, les textures, mais aussi l'organisation, la méthode et les nouvelles contraintes. C'est quelqu'un qui est réactif, qui arrive à enchaîner les tâches, mais qui aussi arrive à gérer des commis, parce qu'il y a la partie management qui est importante. Il y a la partie également éco-responsabilité, les gestes aujourd'hui qui sont importants. Une expérience, une chance inespérée pour les élèves du lycée hôtelier de Grenoble qui accompagnent les candidats devant un jury de prestige. Alain Ducasse, le président, Régis Marcon, Paul Perret, Philippe Etchebest, Virginie Basselot et tant d'autres légendes de l'art culinaire qui donnent de la lumière sur cette ville de Grenoble qui pourrait sortir de l'ombre de sa réputée voisine lyonnaise. Et peut-être verra-t-on fleurir la truite à la grenobloise et son gratin dauphinois réinterprété dans les assiettes de la 28e édition. Le jury peut y réfléchir pendant 4 ans, mais cette aventure a d'ores et déjà projeté la capitale des Alpes dans l'histoire de la haute gastronomie. La cuisine qui s'exporte aussi dans l'espace, la preuve avec ce partenariat que vient de signer notamment le chef étoilé Thierry Marx pour la recherche et le développement de l'alimentation spatiale. Une thématique étonnante dans laquelle le célèbre cuisinier est déjà investi avec la confection de repas pour l'astronaute Thomas Pesquet. Ce nouveau partenariat était également l'occasion de présenter une imposante machine de production alimentaire sans eau, inventée par une jeune entreprise toulousaine. Images et propos recueillis par Clément Gassi pour nos partenaires de La Dépêche du Midi sur place. On est ce qu'on appelle sur un système hors sol. Donc vous voyez que si je soulève ici, donc ça qui est du chouquet, si je soulève, on n'a absolument rien. Donc c'est simplement en arrosant avec la solution nutritive les racines qu'on va apporter la nourriture aux plantes. Il ne faut pas oublier qu'un astronaute, il vit en agueusie. En gros, il vit comme si vous aviez le nez bouché par un rhume. Donc il faut donner beaucoup de relief à l'alimentation. Et Thomas ne souhaite pas d'exhausteur de goût. Donc il faut le faire de façon naturelle pour qu'il ait vraiment cette sensibilité à la dégustation. Allez, retour sur Terre, ou plutôt sur l'eau dans ce journal avec l'inauguration titanesque d'un ascenseur pas comme les autres, un ascenseur à bateau. La nouvelle plateforme aux dimensions impressionnantes, comme vous le voyez sur ces images du journal La Marseillaise, nos partenaires, permettra notamment de faciliter la maintenance de ce yacht pesant jusqu'à 4300 tonnes sur les chantiers navals de la Ciotat. Un équipement unique en son genre qui a nécessité 2 ans et demi de travaux pour un coût de près de 80 millions d'euros. Voilà, autre chose, patron de presse passé par de nombreuses rédactions, Georges Gosne est aujourd'hui à la tête de VSD, un magazine devenu mensuel dans lequel beaucoup de reportages sur les territoires sont faits. Il l'a relancé après des années très compliquées. Christophe Rigaud s'est rendu dans les locaux de ce journal pour en savoir un peu plus sur cette recette à succès. Regardez ce reportage. La Tribune, le Nouvel Économiste, François et aujourd'hui VSD, Georges Gosne est un patron de presse qui aime les défis. L'homme d'affaires rachète le titre au groupe Prisma en 2018. VSD est alors en difficulté et c'est avec sa casquette de journaliste que Georges Gosne décide de poursuivre l'aventure du magazine. J'ai voulu en faire un mensuel pour me battre contre l'Internet. Parce que l'Internet, même l'hebdo au fond est menacé par l'Internet en ce moment. Ça va vite l'info. Le quotidien est menacé, mais ils font eux-mêmes l'Internet, donc ça va. Ils sont sur le net. VSD ne peut plus être qu'un mensuel. Alors c'est un mensuel copieux, évidemment, à la fois people, mais surtout politique, irrévérencieux, sport extrême, l'adrénaline, comme on dit chez nous. VSD a toujours été proche et toujours été un petit peu à rebrousse-poil. Une ligne éditoriale à contre-courant et très offensive, assumée par le patron du magazine. On est en dehors de la bien-pensance, surtout, en dehors du politiquement correct. Et souvent, je vais chercher dans l'histoire les vraies raisons des faits. À chaque numéro, à la dernière page du magazine, figure un nom bien connu du journalisme, Philippe Bouvard. À 92 ans, le journaliste livre son humeur, ses pics et son humour inoxydable sur l'actualité. Il a toujours été irrévérencieux, drôle, satirique et humble. Il a donc une page entière qui lui est confiée où il dit son fait et avec son humour habituel, son intelligence et sa vivacité. Une chronique où Philippe Bouvard traite de ses sujets de prédilection, mais pas que.
C'est essentiellement de la politique, parce que c'est quand même un observateur fin de la vie politique française. Donc le cœur de ces sarcasmes et de ces critiques, c'est souvent les hommes politiques. Pour autant, il parle de phénomènes de société. Je gage que dans les prochains numéros, il nous parlera des féministes, des écoféministes et du combat pour la planète. Philippe Bouvard n'a pas encore raccroché les gants et livre chaque mois ses bouvardages dans VSD. Un regard acéré, critique et drôle sur notre société, où tout va toujours plus vite. C'est une pratique aussi ancestrale que théâtrale. La moura est un jeu méditerranéen vivant et parfois très bruyant. Mais connu d'une grande partie du public, cette activité se joue à l'aide des mains et repose sur l'addition de nombres. Un jeu étonnant, comme vous le voyez sur ces images de nos confrères de Via Télé Paese. L'île de Beauté accueillait d'ailleurs il y a quelques jours la 4e édition d'une rencontre interrégionale dédiée à la moura. Propos récoltés par Cyprien Rebatté et Loïc Leprince. C'est un jeu d'addition, en fin de compte, qui a été inventé en même temps que les chiffres, ça fait à peu près 5000 ans. C'est un jeu surtout populaire, c'était un jeu populaire puisque tout le monde y jouait, il n'y avait pas autant de jeux que maintenant, je dirais. Et c'est un jeu qui revient, je dirais, maintenant, ou du moins ça fait quelques années. Au final, c'est pas tellement les règles du jeu qui sont intéressantes, mais c'est ce que le jeu véhicule. Chez nous, c'est un jeu de pêcheurs, donc c'est très lié à la mer. C'est un jeu chez nous qui est très théâtral. On va avoir d'autres endroits de la Méditerranée, comme à Sardaigne, où ça va être un jeu beaucoup plus musical. Ça reflète un peu la personnalité du territoire, etc. Voilà, moins bruyant peut-être, mais tout aussi intéressant, la pratique de l'aéromodélisme d'intérieur était mise à l'honneur il y a quelques jours du côté de Troyes. L'objectif de ce rendez-vous aérien et international, c'est partager le goût d'une même passion et donner de la visibilité à une discipline minutieuse et étonnante, vous allez le voir, avec ce reportage de Canal 32. Pour participer à ce rassemblement troyen de vol indoor ou aéromodélisme en salle, certains n'ont pas hésité à faire de la route. Parmi la trentaine de pilotes présents, certains viennent d'Allemagne ou encore de Belgique. C'est un des rares rassemblements indoor en France et même en Belgique. Ça nous tient, je dirais, à cœur d'y participer. C'est après le succès de la première édition que les organisateurs ont choisi de reconduire l'événement. Un rassemblement placé sous le signe du partage. Avoir des échanges avec d'autres pilotes, avec d'autres constructeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui construisent eux-mêmes leur avion. Quand on voit ce qu'il y a sur les tables, c'est vraiment joli. Au total, une centaine d'avions sont présents dans le gymnase. Certains ont été entièrement construits par leurs propriétaires, comme cette demoiselle de 1908. C'est une reproduction d'un avion qui est un des premiers ULM français. Et un modèle comme ça, c'est, je dirais, 3 à 6 mois de réflexion, d'études, de conception, parce qu'on n'a pas de plan, on part de quelques photos, de quelques croquis. Et ensuite, il y a un mois et demi de construction à proprement parler. Geoffrey, double champion de France, est venu présenter un vol en musique de 2 minutes. Un programme qu'il réalisera lors des championnats du monde 2022 en Lituanie. On fait une synchronisation sur la musique, on essaie de suivre le rythme avec des parties rapides, des parties douces, un final. Il y a aussi un effet de show avec des paillettes, des banderoles. Et pour la première fois cette année, Troyes accueillera les championnats régionaux puis les championnats de France. Les championnats régionaux, donc au mois de janvier, qui vont permettre à tous les pilotes de se qualifier. Et ils vont être donc, d'après ces championnats, sélectionnés pour faire partie de l'équipe de France. Première fois que ça se passe dans le Grand Est, première fois que ça se passe dans l'Aube et première fois que ça se passe à Troyes. Les championnats régionaux auront lieu les 14 et 15 janvier prochains. Allez, zoom pour refermer ce journal sur une autre activité originale, le bobsleigh. Ce sport de glisse spectaculaire bénéficie notamment d'une piste olympique au cœur de la station de La Plagne. Une piste en pleine préparation avant la saison hivernale. Lucas Rouque pour 8 Mont-Blanc a rencontré les équipes qui la confectionnent et qui doivent s'adapter aux enjeux actuels, comme vous allez le voir dans ce reportage glacé et glaçant. Chaque automne à La Plagne, c'est le même rituel, les mêmes gestes, le même savoir-faire. Durant 28 jours, 22 personnes sont chargées de mettre en glace les 1800 mètres et 19 virages de la piste olympique de bobsleigh. Initialement bétonnée, la piste est d'abord aspergée d'eau tout en étant continuellement refroidie par des tuyaux internes. Une fois glacée, la piste est ensuite façonnée au millimètre près grâce à l'expertise des employés. Moi j'ai une formation Beaux-Arts. C'est de l'artisanat plus. C'est un métier, c'est tout fait à la main.
S'il y a 20 ans, la piste était déjà préparée pour le mois d'octobre, la date d'ouverture est cette année prévue pour le 10 décembre prochain. Avec l'actuelle crise énergétique, des décisions ont en effet dû être prises pour limiter les coûts. Historiquement, on mettait l'ensemble du dispositif, l'ensemble de la piste en froid et on produisait la glace sur l'ensemble de la piste. Là, on a changé de stratégie en segmentant la piste en différents secteurs suivant la charge de travail nécessaire. Hormis les entraînements sportifs, la piste de bobsleigh de la Plagne attend cet hiver plus de 13 000 touristes. Pour amortir la hausse des coûts énergétiques, les prix des descentes proposées au grand public augmenteront donc d'environ 8% par rapport à l'année passée. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.